sur 1000 candidatures, je vous donne l'info, voilà, on a eu plus de 1000 candidatures, ou issues de notre mouvement, ou citoyennes, puisqu'on avait fait un appel à candidature extérieure au mouvement. Elles ont été instruites pendant des semaines et des semaines, ces candidatures. Les pauvres, ils ont bossé puisqu'il y avait des CV, les gens disaient pourquoi ils voulaient être candidats, etc. Et voilà. Et donc, on a été sélectionnés tous les deux. On va pas se plaindre. Voilà. Et voilà. Et donc on va faire campagne ensemble. Voilà, je vous laisse poser des questions. Hein? Bah non, mais moi aussi je suis content. Vous démarrez, allez-y. Oui, je ne sais pas globalement quel est l'accueil que dans votre tournée, là, un petit peu, quel est l'accueil que vous recevez. Est-ce que vous sentez un petit peu que ça prend, parce qu'on a été sur le marché avec votre candidat et effectivement on voyait que ça avait un petit peu de mal à passionner les foules en fait, les élections européennes, européennes d'une manière générale et la politique d'une manière générale, mais les européennes en particulier. Et donc voilà, on a vu que le slogan c'était l'espoir revient, mais comment on fait justement pour faire revenir l'espoir? Je pense que d'abord il faut être honnête. Je dis honnête et sincère, je pense que faut arrêter de simuler, il faut arrêter de mentir, il faut arrêter de raconter des histoires. Je pense qu'aujourd'hui, il y a besoin d'honnêteté et de sincérité en politique. Je vous dis ça, je trouve ça bizarre, tout le monde va vous dire, mais tous les politiques vont vous dire qu'ils sont sincères et honnêtes. On sait que c'est pas vrai. C'est pas tant dans le rapport à l'argent, ça je passe, il y en a quelques-uns qui effectivement ne sont pas honnêtes pour ça, mais on sent par exemple que quand on a des programmes politiques, quand on voit bien que si on s'interroge sur la mise en œuvre de ces programmes politiques, on ne voit pas bien comment ils pourraient être mis en œuvre, on ne voit pas bien comment des gens qui ont dit le contraire avant pourraient penser ça maintenant, bref, où tout serait interchangeable, etc. Ça manque d'honnêteté. Et l'honnêteté là aux européennes, elle est de dire, en ce qui nous concerne, qu'en Europe, on peut parfaitement faire des politiques différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Que ce qui serait malhonnête, c'est de dire que c'est pas possible. La deuxième chose, c'est que si on dit que c'est possible de le faire, c'est de dire ce que l'on veut faire. Et une fois qu'on dit ce que l'on veut faire, c'est de dire avec qui on le fera pour que ce soit possible. Et en clair, nous on pose avec le printemps européen, qui est l'Alliance européenne, le parti transnational qu'on a construit. C'est la première fois qu'il y a un parti transnational. Il y a des partis qui regroupent les partis, le Parti populaire européen ou le PSE, même les Verts européens, sont des regroupements de partis. Nous, on a construit un parti transnational, ça veut dire qu'on est adhérent direct de ce parti transnational, tous, on participe aux délibérations de ce parti transnational, on appartient aussi à un parti national, évidemment, parce qu'il faut bien, nos mouvements, le mouvement existe en tant que tel, mais on a à la ligne près ce que le printemps européen défend en Grèce avec son mouvement MERA 25, quoi, ce que défendent les Portugais de Libre, ce que défend Possibilité en Italie, ce que défend Alternativette au Danemark, ce que défend Razem en Pologne, ce que défend Génération en France, c'est à la ligne près identique. On a vraiment un travail qui a été considérable. Alors, le président du mouvement, c'est Yanis Varoufakis, qui sera notre candidat à la présidence de la Commission européenne. La candidate à la présidence du Parlement européen, je ne sais pas si vous voyez qu'aux élections européennes, en fait, il faut avancer avec un binôme, un candidat à la présidence du Parlement, un candidat à la présidence de la Commission. La candidate à la présidence du Parlement européen est française, c'est Isabelle Thomas, elle a été choisie par le parti... voilà, et donc on dit d'ores et déjà, nous, ce que l'on fera, c'est clair, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de doute, on dit quelles alliances on privilégiera, à gauche et avec les écologistes, parce qu'on a un mouvement écologiste de gauche. On dit tout de suite qu'il n'y aura pas d'alliance avec les libéraux à droite. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que les éléments de stratégie sont importants, dès lors que si j'avais un programme de gauche, vous dites, mais sur le papier quand même, c'est pas mal, transition écologique, lutte contre le dumping social, lutte contre l'évasion fiscale, ces gens-là sont sympathiques. Mais que j'appartenais à un parti qui, au niveau européen, est ouvert à la coalition avec les libéraux, accueille et applaudit la lettre d'Emmanuel Macron sur l'Europe et ne remet pas en cause le principe des 3% de déficit public, ne remet pas en cause les accords de libre-échange, etc. En clair, si je dis quelque chose dans l'élection européenne à Paris, ou ici à Périgueux ou Sarlat, mais qu'en clair, je comprends qu'au niveau européen, une fois que je passe à l'étage au-dessus, il n'est pas du tout question de mettre en œuvre ça, mais de s'allier avec Macron. Là, vous dites, vous êtes malhonnête, Benoît Hamon. Enfin, c'est exactement la situation du Parti socialiste européen, qui prône aujourd'hui, à travers sa leader, l'alliance avec Macron. Et donc, ce que je veux dire, c'est que prendre au sérieux cette élection,
c'est commencer par ne pas raconter des histoires. Alors, raconter des histoires, c'est dire que l'Europe peut rien. Raconter des histoires, c'est dire on va faire quelque chose, alors qu'en fait, dans les réalités, on va s'allier avec des gens qui veulent exactement le contraire de ce qu'on prétend vouloir, nous, en France. Donc voilà, c'est un peu notre démarche. Elle est, pour faire simple, si je devais nous résumer collectivement, et puis Sébastien, tu me corriges si tu veux rajouter une chose, puis moi je vais me taire là après. En fait, nous on est libres. Et on a pris notre risque, en quelque sorte. On a quitté nos formations politiques pour ceux qui étaient déjà engagés. Et cette liberté, elle est la chose la plus précieuse, le capital le plus emblématique de cette liste. C'est-à-dire que cette liberté, on la revendique dans nos choix politiques. On n'est plus tenu, nous, par des appareils, pas davantage qu'on sera tenu par des lobbies si demain on dirigeait ou on était en responsabilité au niveau européen. Et pourquoi j'insiste sur la liberté? C'est que ce qui me frappe beaucoup, c'est le peu de soins qu'on accorde finalement ou qu'on consacre à nos libertés en Europe. Vous regardez la question de l'avortement, de la contraception, ce droit, cette liberté des femmes à disposer de leur corps est aujourd'hui menacée en Europe. Raison pour laquelle nous on demande que le droit à l'avortement soit inscrit dans les traités comme une condition d'adhésion à l'Union européenne ou au maintien dans l'Union européenne. Vous regardez qu'en Espagne, pour la première fois, les opposants politiques sont traduits devant des tribunaux parce qu'ils ont voulu organiser un référendum en Catalogne, où Génération ne se prononce pas pour l'indépendance de la Catalogne, mais dit il est incroyable qu'on n'ait jamais jugé dans un tribunal espagnol les dirigeants du franquisme et qu'on mette des parlementaires catalans en prison et qu'ils puissent être passibles de 25 ans de prison. Liberté politique remise en cause. Qu'on voit que la liberté de la presse, parlons de votre métier, est remise en cause dans plusieurs pays européens, Pologne, Hongrie, mais dans les faits, quand sur réquisition d'un procureur, on fait des perquisitions chez Mediapart pour aller voir qui est à l'origine de l'enregistrement, donc percer le secret des sources en violation du droit et d'une liberté fondamentale de la presse, on voit que cette liberté est menacée. Les migrants, un droit fondamental qui était celui de l'asile, lui aussi remis en cause par une politique qui est une politique de fermeture de l'accès de nos territoires aux migrants, au point qu'on en vient à ne même pas autoriser à l'Aquarius ou des bateaux qui sauvent les migrants en Méditerranée le fait d'accoster dans nos ports. Si je déroule, je peux aller plus loin. La loi anti-casseurs, qu'est-ce que c'est sinon le fait de donner des pouvoirs au préfet de vous empêcher de manifester? Alors aujourd'hui, on va dire, ben oui, mais on va empêcher de manifester des sauvages qui ont démoli le Fouquet. Très bien, mais si demain Le Pen arrive au pouvoir, c'est moi qui vais empêcher de manifester, c'est vous. C'est-à-dire que pas des sauvages, pas des gens qui ont décidé de tout casser, des gens qui exprimeraient une opposition. Bref, on a nous le sentiment aujourd'hui, sans crier gare, que ce sont des libertés fondamentales, des droits fondamentaux qui se rétrécissent et qui justifient, de façon la question de la liberté en Europe, le grand projet, le fil conducteur de ce qui sera notre parole au moment de ces élections. Voilà. Il faut faire attention parce que moi quand je parle. J'ai fait une réponse trop longue. Dans le programme, quand on prend les trois axes, justice sociale, écologie, printemps européen, ce que vous venez dire, on se dit que fondamentalement la gauche devrait pouvoir s'y retrouver et que finalement on arrive à un éclatement qui peut paraître regrettable. Je parle des listes en France. Quel constat? Est-ce que vous pouvez, ça peut encore changer avant l'élection là ou non? Et quand le constat, vous le regrettez, pourquoi c'est pas possible? Écoutez, Génération a proposé une votation citoyenne. A dit, si on part des appareils comme on faisait avant, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que le PC veut que ce soit derrière Yann Brossat, parce que le PS veut que ce soit surtout pas Benoît Hamon, parce que Glucksmann veut que ce soit lui, parce que Jadot dit à condition que ce soit tout le monde derrière moi et vous adhérez au vert, etc., etc. Bon bref, vous avez la liste des revendications des appareils. On les connaît, c'est honnêtement assez difficile à dépasser. Nous, la méthode qu'on a proposée, je voudrais qu'on s'en souvienne, c'était de dire, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas faire une chose simple? C'est qu'on organise une votation citoyenne, c'est quoi? Alors on dit une primaire, vous avez vu les dernières primaires, je suis bien placé pour savoir qu'on peut gagner une primaire et se retrouver avec les 3/4 de sa formation politique qui ne vous soutiennent pas. Donc si une primaire c'est choisir mais exclure et fracturer, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on a proposé? Que la votation citoyenne, les écologistes et le peuple de gauche, les citoyens, viennent voter et fassent ce qu'on appelle un vote préférentiel. Admettons, je l'explique en 2 mots, mais
Ça se fait ailleurs. Alors, chez nous, on n'a pas cette culture, donc on est obligé de se dire, oh là là, vous êtes sûr que c'est pas trop compliqué. Et admettons, vous êtes un citoyen de gauche, je ne sais pas ce que vous votez, mais admettons que vous soyez un citoyen de gauche. Vous avez la liste France Insoumise, la liste PS, la liste Place Publique, la liste Génération, la liste PC, la liste Écolo, et on vous demandait de faire ce qu'on appelle un vote préférentiel, comme à l'Eurovision. Je décide d'ordonner mes 3 premiers. En 1, je mets le PC parce que je suis un vieux militant communiste, et après tout, je considère qu'il faut voter pour Brossard. En 2, je me dis que comme communiste, je suis aussi écolo. Je mets les écolos. Et en 3, j'aime bien Génération, parce que le type est plutôt sympa, j'ai voté peut-être pour lui au présidentiel, voilà, admettons. 3 points, 2 points, 1 point. Vous collectez le nombre de points, et vous avez une liste qui arrive en tête, qui a la responsabilité de construire la liste tout entière, à due proportion du nombre de points obtenus par tout le monde. Ça veut dire que vous votez sans exclure. Vous avez fait un vote qui vous permet de construire une liste où tout le monde sera sur cette liste et vous n'excluez personne. C'était l'immense mérite de tout ça. Et surtout, je ne sais pas ce que sont vos convictions, mais même si vous n'êtes pas de gauche, peu importe ce que vous êtes d'ailleurs politiquement, en fait, lequel d'entre nous est résumé par une étiquette de parti? Même moi, Génération ne me résume pas. Je suis un peu plus que ça. Et si je devais dire ce que je suis politiquement, je ferais une petite marmite dans laquelle je mettrais un peu d'Europe Écologie Les Verts, un peu de PS pour mon histoire PS, un peu de beaucoup de Génération, etc. Et c'était une votation qui permettait de respecter ça. La seconde où je propose ça sur RTL, dans la seconde, à peine je l'ai dit, que ceux qui sont déjà sur des matinales ou écoutent, machin, font non, que des noms. Et on me dit, Benoît Hamon, il faut venir sur notre liste, c'est le rassemblement, honnêtement. Moi je dis gentiment, à tout le monde. Et qu'on ne peut pas dire le monde change, le climat nous oblige à changer, le travail se transforme, etc. Mais la seule chose qui ne devrait pas changer, c'est le fonctionnement des partis. C'est pas possible ça. Or, Glucksmann plus le PS, c'est la vieille cuisine. Le repli des Verts sur un truc, on n'est ni gauche ni droite, c'est aussi de la vieille cuisine. Alors moi je les respecte tous, je les connais, c'est des copains. Mais je leur dis franchement ça ne marchera pas et on le sait. On le sait d'ores et déjà. Alors on peut se dire, mais le voisin a un plus gros ego que moi. Bon, tout ça c'est des histoires là. Je veux dire, par définition, quand vous êtes candidat, vous faites de la politique, ça suppose que vous ayez, hélas, un ego un peu boursouflé, plus que la moyenne. Bon, c'est pas le problème, les égos là en l'occurrence. C'est comment on construit quelque chose qui soit différent de ce qu'on faisait avant. Bon, ben voilà, moi alors je dis qu'il y a peut-être des points communs, heureusement, ce qui fait qu'on est de gauche et écolo, mais la vraie différence, j'insiste là-dessus, c'est de dire, bon ok, je suis pour la transition écologique, mais je suis sur une liste où j'ai pas de candidat à la présidence de la commission, j'en ai 3, c'est pareil quand même. Par exemple, je ne vais pas insister là-dessus, mais la liste Place Publique Nouvelle Donne, PS, ils ont un candidat à la présidence de la commission? Non, ils en ont plusieurs. Ils ont plusieurs groupes, ils siégeraient dans des groupes différents. Ça veut dire que, admettons avec Sébastien, on dit, bon nous on est sur la même liste tous les deux, mais une fois au Parlement européen, lui il part chez le cas échéant les libéraux, moi chez les Verts, et on fait quoi? Et on est tenu cette fois-ci par la discipline de nos groupes, et on ne travaille absolument pas à faire pourquoi on s'était engagé. On ne peut pas, je vous dis dans une élection européenne, ou alors on ne prend pas au sérieux cette élection, dissocier ce que l'on dit ici avec qui allez-vous le faire au Parlement européen. C'est comme si, je sais pas moi, c'est qui votre député ici? Philippe Chassin. Ok, il a un joli programme, mais il ne vous dit pas dans le groupe dans lequel il va siéger, le gouvernement qui va soutenir. Mais vous dites, mais attends, Philippe, tu te fous un peu de moi. Non, Philippe. Alors, je sais pas, je dirais, mais Philippe, tu te moques de moi. Eh ben là, c'est pareil. Là, on vous dit, ok, on pense ça, mais on vous dit pas qui on va soutenir et dans quel siège. Donc moi, je dis aux copains que j'aime bien, bon, vous vous foutez un peu de la gueule du monde, quoi. Voilà. L'Europe, il y a quand même énormément de choses à changer, puisqu'on est plus dans une Europe de la finance que dans une Europe des citoyens. Si vous aviez vu quelles seraient les premières choses que vous essayez. Ouais, c'est dur, il n'est pas facile celui-là. Surtout ce qu'on a dans la commission, sachant que de toute façon, la commission, je ne sais plus combien vous êtes tellement nombreux, enfin, au Parlement européen.
quelles seraient les premières choses que vous pousseriez pour que les peuples d'Europe finissent par se reconnaître dans cette Europe où pour l'instant il n'y en a aucun qui se reconnaît. Bon, en vérité, il y a tellement de choses à changer que vous avez raison de dire qu'il faut hiérarchiser. Nous, on revendique le fait qu'il y a une forme de... Pardon, ça va être un peu compliqué, mais une double temporalité, je m'explique. Il y a les traités qu'on veut changer. Parce qu'en clair, la constitution de l'Europe, elle est aussi mauvaise que la constitution de la France. Et on veut les changer. Sauf que les règles pour changer les traités, ça prend du temps. Donc on accepte de s'inscrire là dans un temps long. Et c'est le désaccord que j'ai avec Jean-Luc. Quand lui dit, on va sortir des traités, je lui dis, si tu veux changer les traités, tu sais que ça prend du temps, donc il faut que tu le dises. Mais si tu dis, si on ne les change pas tout de suite, je sors, ça veut dire que tu as déjà décidé de sortir. Parce que tu sais que tu ne pourras pas l'avoir en 6 mois, tu as beau dire... bref. Mais moi, je suis d'accord avec l'objectif. De ce point de vue-là, je n'ai pas de désaccord avec la France Insoumise sur faut changer les traités. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je leur dis, mais arrêtez de nous dire ah oui, mais vous voulez vous voulez l'Europe, garder l'Europe telle qu'elle est. On est d'accord sur ce point-là, mais pas. C'est toujours le problème des stratégies, mais pas sur la méthode pour y arriver. Donc ça, changer les traités. La deuxième question, c'est que vu que ça va prendre du temps, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait avec les traités tels qu'ils existent, avec le budget tel qu'il est? Et c'est sur ce terrain-là que nous, on a réfléchi avec le printemps européen sur tout ce qu'on peut faire sans avoir besoin de changer les traités. À partir du moment où il y aurait des majorités politiques différentes, une pression démocratique plus forte. Et en intégrant y compris, puisque l'Europe fonctionne beaucoup à l'intergouvernemental, c'est-à-dire que les États jouent un rôle important, des éléments de désobéissance. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de faire comme De Gaulle faisait à un moment des politiques de la chaise vide en disant vous êtes sympa mais nous on ne vient pas, donc discuter mais nous on n'en est pas, s'il n'y a pas ces éléments de rapport de force, ce que les Anglais savent très bien faire, ce que les Allemands dans un autre registre savent bien faire, c'est incroyable de se désarmer tout seul, quoi. Donc il y a ça. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le temps? Pour nous, la priorité des priorités, elle est dictée par le climat. Pour faire simple, 12 ans pour changer un modèle de développement, c'est à l'échelle de l'histoire de l'humanité une fraction de seconde. 12 ans, on parle quand même, on a 12 ans pour changer de modèle de développement, pour engager la transition écologique et éviter le scénario d'un réchauffement de la température sur le globe au-delà de 2 degrés. Donc ça là, on parle de nos mômes quand même. Moi, je ne suis pas enfant, moi, mais j'ai 2 petites filles, je raisonne en fonction de ça. Qu'est-ce que nous on met sur la table? L'idée d'un plan d'investissement qui serait financé de 2 manières. Par la Banque Centrale Européenne qui fait ce qu'on appelle, là je veux dire des trucs très simples, hein. La Banque Centrale Européenne, elle crée de la monnaie, elle injecte des liquidités supplémentaires tous les mois. Entre 20, 30, 40, jusqu'à 80 milliards d'euros nouveaux qu'on met sur les marchés, ça s'appelle de la création monétaire. Ou en anglais du quantitative easing. C'est donc de l'argent neuf, frais, créé par la Banque Centrale, qui peut le faire. Cet argent, il va aux banques qui sont censées le prêter aux entreprises pour qu'elles créent de l'emploi. Donc, ce que nous disons, c'est que quand la Banque Centrale Européenne récupère l'argent qu'elle a prêté, elle a donc de l'argent entre les mains, ou quand elle décide de faire elle-même de la création monétaire, qu'une fraction, au moins 50%, c'est notre objectif, de cette création monétaire aille au financement de ce qu'on a appelé un plan d'investissement vert, Green New Deal, peu importe comment vous l'appelez, c'est-à-dire à la transformation du modèle de développement. Alors c'est quoi? C'est la sobriété énergétique, c'est les mobilités propres, c'est les énergies renouvelables, c'est la dépollution des sols, c'est la transformation de notre modèle agricole, c'est tout ça la transition écologique. Mais autant de dépenses indispensables si on veut éviter la catastrophe qui est en train d'arriver. Le deuxième mesure pour financer la transition écologique qu'on propose, c'est ce qu'on appelle l'ajustement carbone aux frontières. C'est très simple. Ça vient de loin, ça émet des gaz à effet de serre, tu payes plus cher pour avoir un droit de rentrer ta marchandise sur le sol européen. L'ajustement carbone aux frontières, c'est la méthode qui permet finalement de nous protéger des échanges qui sont des échanges à fort taux d'émission de CO2 et de gaz à effet de serre. Bon, ça c'est la priorité pour moi. Je pense que c'est le terrain sur lequel, par ailleurs, toute la gauche, l'écologie politique européenne peuvent se retrouver. Qu'est-ce qui résiste? C'est les lobbies. Alors là, puissants. D'autant plus que le député européen qui a révélé le plagiat de
l'agence indépendante européenne sur le glyphosate, on a découvert que 50% du texte était du texte de Monsanto. C'est le député européen Guillaume Balas qui a Génération et qui a financé avec d'autres parlementaires une étude indépendante qui a révélé ça. Donc on connaît ces sujets-là par cœur. Tout l'enjeu demain, c'est de libérer la décision politique en Europe de l'influence des lobbies, qui est décisif, qui n'est pas une mince affaire. Une des propositions qu'on met sur la table, nous, par exemple, c'est la création de ce qu'on a appelé un FBI européen sanitaire et environnemental. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez ce que c'est la DGCCRF ? C'est la répression des fraudes, où on a aussi des inspecteurs qui vont, sur le plan environnemental et sanitaire, peuvent intervenir dans les entreprises, etc. Ben, nous, on pense que, parce qu'au niveau européen, ça n'existe pas dans chacun des États, il faudrait créer ce corps de fonctionnaires et de contrôle au niveau européen, qui serait un des moyens, justement, d'assainir, de purger un certain nombre de secteurs de pratiques qui sont des pratiques environnementales négatives. Alors, je vous ai mis ce sujet-là en un, mais... il y en a eu, après je peux enchaîner si vous voulez, mais sur le dumping social ou l'évasion fiscale, mais ça nous semble... Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que l'Europe est la bonne échelle pour lutter contre le dérèglement climatique. À l'échelle nationale, on voit bien que bon, on va faire des trucs, mais ça ne suffira pas. Et l'Europe, elle nous offre le bon cadre pour résoudre les problèmes qui nous sont posés. Voilà. Donc je commence par ça, parce que en clair, c'est le sujet sur lequel l'Europe est spontanément et compétente et capable d'améliorer la vie des Européens. Alors, il y a un autre sujet qui est pour l'instant... C'est du YouTube à fond, là. Pardon, mais... Non, mais c'est qui il y a quoi ? C'est quoi ? Pardon, excusez-moi. C'est la scène. Ouais. Ah ouais. Les Irlandais... Pardon. Oui, ici, vous le savez, c'est une terre quand même très agricole où l'agriculture représente 25%, je crois, de l'économie du département. C'est pas moi qui vais vous contredire, je ne le sais pas. C'est Marie, en fait. Mais c'est à peu près ça, 25% du... De l'économie du département, l'agriculture. Ah oui. Donc, Et là, avec le tourisme. Voilà. Et là, on vient d'autoriser pour 3 ans de plus l'utilisation du glyphosate sous prétexte que c'est impossible d'en sortir rapidement, alors que des méthodes existent depuis des décennies. Comment est-ce qu'on peut lutter justement contre... Parce que là, vous parliez de lobbies à l'intérieur de la Commission européenne, c'est les lobbies qui sont à l'intérieur du Parlement européen. Ouais, ils sont partout. La vérité, c'est on les connaît, c'est les mêmes. C'est Bayer, Monsanto et leur Mais comment est-ce que, du coup, au niveau de l'Europe, est-ce qu'on peut régler ce problème ? Mais parfaitement, on peut. Mais Il y a là... la PAC. Il y a la PAC. Oui, mais la PAC, Oui, mais elle doit être rediscutée, la PAC. Ouais. Et donc la PAC, si on met comme mesure essentielle justement de pouvoir offrir une nourriture saine et de protéger les sols, si elle sert à financer ça, ça change complètement. Ça change tout. Ça change Surtout tout que les paysans, quand vous allez au salon de l'agriculture, ils vous disent la profession la plus réactive aux politiques publiques, c'est-à-dire là où on met de l'argent, c'est la profession agricole. Elle a régulièrement décidé de modifier ses usages, ses priorités en fonction de ce qui était accompagné, aidé, subventionné. Et c'est la raison pour laquelle, Sébastien a parfaitement raison, sur ce qu'on appelle le deuxième pilier de la PAC, c'est-à-dire celui qui vise à la protection des sols, la protection de la biodiversité, la production d'une alimentation de qualité, l'élimination des intrants chimiques. Si les moyens sont transférés vers le deuxième pilier, si on arrête de faire des aides à l'hectare, qui sont des aides à l'hectare stupides, même la plupart beaucoup d'organisations paysannes me demandent d'ailleurs. On demande que ça soit, oui, l'aide à la production et non pas à l'hectare. Mais oui, mais bien sûr. Et donc là, on aurait très vite une transformation et de la taille des exploitations, et de ce qui est produit, et de la qualité de ce qui est produit. Donc nous, par ailleurs, on préconise que sur le bio, on bascule sur des TVA à taux très réduits, qu'on puisse augmenter du coup les capacités de production du bio pour que le bio soit... on puisse avoir une diffusion, une production plus abondante de bio, mais à des tarifs qui soient abordables par tous. Mais en même temps, il faut accepter, pour qu'il y ait du bio, qu'il y ait des conversions. Donc il faut aider les exploitations à faire leur conversion. Ça prend du temps. En France, passer d'une exploitation conventionnelle à une exploitation bio, c'est 2 ans de transition. Donc il faut que tout ça se fasse. Et donc c'est un vrai plan où il faut un peu planifier. Alors le problème, vous avez raison sur le glyphosate, c'est que avec Sébastien, on connaît ça parfaitement.
C'est qu'en fait, on est face à un pouvoir d'hypocrite. Je vous le dis, mais c'est une belle grosse bande d'hypocrites.